14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Horrible découverte mardi dans un appartement du quartier de Loos-des-Bois à Pau. Une jeune mère de famille et sa fille de 7 ans retrouvées égorgées. Le tueur serait resté 2 jours près des corps. Bonjour, Richard Boutin haïssait sa mère et détestait les femmes. Il était dévoré par son obsession au point d'être quasiment illuminé. À la fin des années 80, ce cuisinier va apparaître derrière les meurtres de 3 femmes dans la même ville de Pau. Un désaxé mais suffisamment ingénieux pour ne laisser derrière lui ni trace, ni empreinte. C'est grâce à un concours de circonstances que les enquêteurs vont finir par croiser sa route. Ils vont alors découvrir le parcours sinueux et caché de ce personnage imprévisible. Des aveux formulés et le plus souvent rétractés, des remords inexistants, un regard tout aussi fixe que glacial. Il faudra qu'il arrive presque en bout de course pour que cet homme révèle un ultime secret, un meurtre qu'on avait oublié et qui pourrait peut-être tout expliquer. Sans son arrestation, il aurait continué encore et encore à tuer. Comment ce cuisinier s'est-il transformé en tueur en série de proximité ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Richard Boutin, le cuisinier du diable. Arrête de nous faire peur, ça fait 2 jours que je n'ai pas de nouvelles. Appelle-moi ou j'alerte la police. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. À tout de suite sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Richard Boutin, le nom de ce jeune cuisinier qui travaille à Pau, va mettre du temps à apparaître derrière une série de meurtres de femmes. À l'hiver 1987, un double crime particulièrement atroce va susciter une vive émotion dans toute la ville. Mardi 10 mars 1987, aux alentours de 10h du matin, Françoise est intriguée par le silence de Danielle Burger, sa voisine et amie. Les 2 femmes habitent respectivement au 8e et 9e étage de la tour qui trône dans le quartier modeste de Loos-des-Bois, à Pau. Il y a 3 jours, Danielle était pourtant bien présente. Samedi, elle a invité tous ses voisins à venir chez elle. Le dimanche après-midi, elle fêtait les 7 ans de sa fille aînée Samantha. Elle a promis qu'il y aurait un gâteau. Les voisins se sont présentés dimanche comme prévu, mais il n'y avait personne à l'appartement. Ni la mère, ni les 2 petites filles, Samantha et Andorra, ni encore les 2 chiens de la famille. Sans doute, Danielle avait-elle changé d'avis. Lundi, un voisin est revenu aux nouvelles, sans succès. Tout comme Françoise, qui vient normalement chercher Samantha pour la conduire à l'école. Ce mardi, Françoise insiste. Elle sonne à la porte. Elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Elle croit distinguer un doigt qui obstrue l'œilleton. Françoise n'est pas rassurée. Elle glisse un mot sous la porte. « Ça fait 2 jours que je vous cherche. Arrête de nous faire peur. Appelle-moi, sinon j'alerte la police », écrit-elle. Policiers appelés dans la soirée. Ils entrent, mais ne font que quelques pas. Danielle Burger, 27 ans, gît nue dans une mare de sang sur son lit. Sa fille Samantha, le pyjama ensanglanté, repose sur son lit dans la 2e chambre. La petite Andorra, 9 mois, pleure dans son lit. Mais elle est saine et sauve. Elle a été épargnée. Les 2 chiens de la famille sont calmes, dans leur coin. Les légistes dénombrent de nombreux coups de couteau portés dans le dos. On s'est acharné sur la mère. Elle a longtemps agonisé, tout comme sa fille, dont les poignets ont été tailladés, sans doute avec l'aide d'un rasoir. Les décès remontent à la nuit de samedi à dimanche. La dernière fois que Danielle Burger a été vue en vie, c'était effectivement samedi, vers 19h. Un voisin l'a aidée à installer un petit canapé qu'elle venait tout juste d'acheter. Elle a ensuite pris un café chez un autre voisin avant de rentrer chez elle. Danielle a alors fait savoir qu'elle voulait se coucher tôt. À qui a-t-elle ouvert sa porte un peu plus tard ? Sûrement à une connaissance, car il n'y a aucune effraction, aucun vol constaté. La mise en scène des corps est glaciale. Le meurtrier, détail affolant, est sûrement resté enfermé plus d'une journée dans l'appartement auprès des 2 cadavres. La toute petite Andorra a eu à manger, on ne l'a pas entendu pleurer, tout comme les chiens de l'appartement, ils sont restés tranquilles.
Dimanche 15 mars, 5 jours après la découverte des crimes. Daniel Meckes, ancien compagnon de Daniel Burger et papa de Samantha, fait le voyage depuis l'Alsace jusqu'à Pau. Il est entendu par la police, mais rapidement mis hors de cause. Il dit être sous le choc après avoir vu à la morgue 2 corps abîmés et défigurés. Dans le journal Sud-Ouest, il s'interroge. Comment se fait-il que personne n'ait rien entendu ? C'est bizarre, dit-il. Des témoins sont interrogés, certains placés en garde à vue. Parmi eux, un cuisinier antillais, Richard Boutin, 25 ans. Il a été aperçu dans l'immeuble. Il connaissait Daniel Burger. C'est lui qui devait l'aider à préparer le gâteau d'anniversaire de Samantha. Samedi soir, il dit être resté jusqu'à 23h chez elle, puis il est rentré. Il est relâché, faute d'indices, faute de preuves. Et on va voir que Richard Boutin, évidemment, va revenir dans le champ de vision des enquêteurs. Presque un an, jour pour jour, il va apparaître subitement comme le suspect numéro 1 de cet épouvantable double meurtre. Il va falloir pour cela un concours de circonstances pour l'attraper et quelques confidences de l'individu. Ce sera dans la suite de l'heure du crime. On va découvrir peu à peu le portrait de cet étrange et très inquiétant personnage. Pour l'instant, il nous faut revenir dans le quartier de Loos-des-Bois, à Pau, avec cette scène de crime des plus glaçantes. Bonjour, maître Thierry Sagardoito. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Pau, dans cette ville où s'est passé cet épouvantable drame. Et puis vous êtes auteur du livre « Affaires classées en Béarn et Pays Basque » publié aux éditions Sud-Ouest, dans lequel vous consacrez un chapitre complet à cette histoire. Un chapitre que, évidemment, j'ai lu avec assiduité. Thierry Sagardoito, il y a cette scène de crime. Elle est vraiment des plus glaçantes parce que dans ce mode opératoire, il y a certes de la cruauté, mais il y a aussi une énorme dose de sadisme. Les 2 corps, la maman et sa fillette, sont égorgés. Le meurtrier, avant de partir, n'a visiblement pas cherché à effacer les traces du crime. Il n'a pas cherché à simuler un éventuel accident, etc. Mais pire, comme vous l'avez très justement rappelé, il a laissé la vie sauve aux 2 chiens et à la petite Andorra, qui est découverte dans la salle de bain. Alors, pourquoi l'a-t-il épargné ? A-t-il éventuellement été surpris ? Ne l'a-t-il peut-être pas vu au moment où il a commis son forfait ? Les enquêteurs sont sur ces interrogations à ce stade-là de l'enquête. D'accord. Alors, juste, maître, je vous dis juste, il faut éloigner un petit peu votre bouche du micro parce que ça a tendance à faire du bruit. J'ai encore une question pour vous. Est-ce qu'on sait pourquoi il a épargné la petite Andorra, cet homme dont on ne connaît rien à ce moment-là ? Les enquêteurs pensent dans un premier temps à la piste d'un familier, puisque, comme vous le savez, et comme vous l'avez rappelé, il n'y a pas à ce moment-là d'effraction. Et pire, on pense même que le meurtrier est resté 1 voire 2 jours sur la scène de crime, et que c'est au moment où il voit le petit billet glissé par la voisine sous la porte qu'il prend peur et qu'il s'en va. Les enquêteurs pensent dans un premier temps à l'hypothèse selon laquelle la fillette était dans la salle de bain au moment où l'assassin est entré dans l'appartement, et que peut-être effectivement au moment de la dispute, probablement avec la maman et du double meurtre, l'enfant peut-être dormait ou en tout cas ne s'est pas manifesté. C'est probablement ce qui explique qu'il lui ait laissé la vie sauve, parce qu'il n'a eu aucune pitié à l'égard de la sœur de 7 ans. Oui, on s'aperçoit qu'effectivement cet homme, il n'a pas de pitié, vous faites bien de le souligner, mais c'est vraiment glaçant, c'est un maître Thierry Sagardoito, le fait qu'on imagine que cet homme soit resté près des cadavres. Qu'est-ce qu'il a fait ? On se pose des questions, et les policiers à l'époque, ils se demandent, mais on a affaire vraiment à un psychopathe. C'est pas possible autrement, c'est absolument effrayant. Bonjour maître Yves Darmendray. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être également vous au téléphone de l'heure du crime. Maître Yves Darmendray, vous êtes avocat honoraire, comme on dit, avocat à la retraite. Vous êtes ancien bâtonnier de Pau et vous avez été dans cette affaire l'avocat de Richard Boutin, dont on va reparler beaucoup plus longuement au fil de cette heure du crime. Bien évidemment, c'est notre fil rouge. On va le suivre de A à Z, ce garçon pour le moins inquiétant. Maître Darmendray, Daniel Burger, à ce moment-là, c'est la maman, la victime. Elle a été égorgée avec sa fille. Elle élève seule ses filles. Elle a 27 ans. Alors, elle a quelques aventures, évidemment. C'est une jeune femme, il n'y a pas de souci. Mais c'est une maman très sérieuse. Elle s'occupe bien de ses enfants. Oui, elle est dépeinte comme étant une jeune femme méritante, célibataire,
qui élève donc ses 2 enfants, et notamment il s'occupe parfaitement bien de son dernier bébé qui a 9 mois à l'époque des faits. Elle a en tout cas une très bonne réputation avec tout l'entourage, des voisins, qui l'aiment bien, qui la surveillent aussi un peu pour voir si elle a besoin de rien, etc. Les enquêteurs, ils pensent tout de suite que le tueur, il connaît ses victimes parce qu'il n'y a pas d'effraction, et puis qu'il est resté dans l'appartement. On a l'impression que c'est presque un familier. Oui, les policiers effectivement ont été assez vite convaincus qu'elle connaissait son agresseur. Et bien sûr, ce qui a été une énigme, c'est le fait que après le meurtre, manifestement, quelqu'un est resté dans l'appartement parce que apparemment on avait donné à manger au bébé. Peut-être également avait-on donné à manger au chien pour qu'il n'aboie pas. En tout cas, quelqu'un a été soit revenu sur place, ce qui est assez rare en matière de crime, et surtout de crimes de cette nature extrêmement violente où on laisse des traces, les gens ne reviennent pas sur place. Donc manifestement, l'agresseur était resté sur place. Et effectivement, et ça c'est troublant, on insiste sur ce point, mais c'est vraiment le point le plus troublant. Encore une question pour vous, maître Yves Darmendrail. Un mot sur Richard Boutin, garde à vue à ce moment-là, garde à vue fugitive, il a 25 ans, il vit à Pau. Oui, il est jeune, il est cuisinier, va d'établissement en établissement. Il ne fait pas particulièrement parler de lui. Il a une vie relativement calme, apparemment, tout au moins. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, rien ne peut alerter les autorités sur d'éventuels problèmes de comportement. Il a été relâché au bout de 48 heures, si mes souvenirs sont exacts, de garde à vue, car il n'y avait aucune preuve contre lui. On n'avait rien retrouvé qui puisse confirmer qu'il pouvait être l'auteur de ces faits. Un simple témoin oublié qui va devenir le suspect numéro 1 du double meurtre. Richard Boutin, le cuisinier du diable. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris un couteau de cuisine et j'ai donné plusieurs coups. Daniel ne bougeait plus. Après, j'ai frappé la petite. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée à l'affaire Richard Boutin. En mars 87, à Pau, ce cuisinier a été brièvement placé en garde à vue dans un double meurtre au couteau, celui d'une maman et de sa fille de 7 ans. 1 an plus tard, il va apparaître comme le suspect numéro 1. Mardi 1er mars 1988, Mireille M, 25 ans, employée à la gare de Pau, se présente au commissariat. Elle dit avoir été agressée chez elle à Bizanos autour de 10h20. Elle était seule dans son appartement où elle vit avec son fiancé. Quelqu'un a frappé. Elle n'a pas ouvert. 20 minutes plus tard, le visiteur est revenu. Cette fois, il l'a appelé par son prénom. Je me suis dit que c'était un copain et j'ai ouvert, dit-elle. L'individu, un couteau à la ceinture, a fait feu sur elle avec un pistolet à grenaille. Il l'a touchée à l'oreille. Elle a alors été entraînée dans la chambre où elle a été violée sous la menace. Je voulais m'en sortir coûte que coûte. J'avais peur qu'il me tue. C'est pour cela que je lui ai fait des tas de promesses, va-t-elle indiquer au journal La République des Pyrénées. La victime a reconnu son violeur, un certain Richard Boutin, cuisinier, qui se fait appeler Bob. Elle l'a connu il y a 3 ans quand elle était caissière au buffet de la gare. Il faisait son service militaire au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Au policier, la jeune femme indique que Boutin avait envie de discuter. Il lui a parlé du double meurtre du quartier de Loos-des-Bois. Il lui a dit qu'il connaissait très bien les victimes et il lui a laissé comprendre que le meurtrier, c'était lui. Mercredi 2 mars, Richard Boutin est interpellé près de Pau, dans un village de la vallée de l'Ossau où il est cuisinier dans un chalet de vacances des personnels des PTT. En garde à vue, il est interrogé tout d'abord sur le viol de Mireille M. Il reconnaît les faits. Il se souvient de la jeune femme, il l'avait parfois recroisée par hasard en ville. Il a trouvé son adresse dans l'annuaire. Boutin décrit le viol avec un grand détachement. Il évoque des pulsions. Il est ensuite questionné sur le double meurtre de la tour de Loos-des-Bois. Il tergiverse, puis passe aux aveux. Il raconte que le samedi 7 mars 87, il a passé la soirée chez Daniel Burger avec ses filles. Il était dans le canapé. Il a fait des avances à la mère de famille. Elle l'a repoussé.
La colère est montée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris un couteau de cuisine et j'en ai donné plusieurs coups à l'aveugle sur Danielle, assise à ma droite sur le canapé. Comme elle ne bougeait plus, je l'ai transportée jusqu'à son lit. Je me suis approché du lit de Samantha. Je l'ai bâillonnée et je l'ai frappée. Boutin ne détaille pas les sévices. Il est inculpé. Une semaine plus tard, il se rétracte. Il dit avoir raconté ce que les policiers voulaient bien entendre. Quelques mois après son arrestation, Richard Boutin comparaît une première fois devant le tribunal correctionnel de Pau, poursuivi par 4 jeunes femmes qu'il avait harcelées pendant des semaines. Il se faisait passer pour un médecin des services sociaux. Il les interrogeait sur leur vie intime, leur sexualité. Il n'hésitait pas non plus à appeler de jeunes adolescentes. En se faisant passer pour un parent, il les mettait mal à l'aise avec des conversations obscènes. Samantha, la fille de Daniel Burget, qu'il a fini par tuer, fait partie de ses cibles. Boutin évoque de vilaines plaisanteries. Il va écoper 6 mois de prison pour ses harcèlements téléphoniques, mais c'est rien évidemment par rapport à ce qu'il risque. Devant les assises, il va être jugé pour un double meurtre et pour le viol de Mireille M. On va voir évidemment ce que va donner par la suite ce procès. Maître Thierry Sagard-Voïto, vous êtes avec nous dans cette heure du crime et vous nous aidez à mieux comprendre cette histoire. Vous êtes avocat à Pau, auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque, publié aux éditions Sud-Ouest, et vous avez rédigé un long papier là-dessus, un long chapitre sur cette affaire. C'est un viol qui fait plonger Richard Boutin, on l'a bien compris. Il a laissé il a laissé sauve sa victime, mais il n'était pas très loin de la tuer, cette femme. Je pense que Mireille a eu un véritable instinct de survie en se laissant faire, en lui parlant calmement et surtout en obtempérant. Elle comprend très vite, instinctivement, c'est son instinct de survie, que c'est à ce prix qu'il pourra effectivement lui laisser la vie sauve. Et surtout, il y a cette funeste confidence qui est à la fois la marque de sa détermination et aussi la force du chantage qu'il exerce sur elle. Si tu ne te soumets pas, attention à ce qui t'arrivera, parce que le crime de Louse des Bois, présent dans toutes les mémoires, c'est moi. Et ça, c'est étonnant. Quel est cet homme qu'ils ont en face d'eux, les enquêteurs ? Parce que il parle sans parler, puis il va se rétracter. Mais ça, c'est un grand classique en matière criminelle, maître Sagard-Voïto. Alors, à l'époque, il a fait son service militaire au sein du 1er régiment des hussards parachutistes de Tarbes. Il navigue dans la région paloise. Il est cuisinier, comme vous l'avez rappelé. Tantôt il est au chômage, tantôt il travaille. Bref, c'est un garçon très, très instable. Il n'a pas d'attache familiale en Béarn et il a visiblement noué une relation affective avec Danielle, la maman de Samantha, qui par la suite le paiera de sa vie. Oui, c'est ça. Donc effectivement, c'est un curieux personnage qui est en train de dessiner. Il y a ce portrait en filigrane qui apparaît. Et effectivement, on se demande ce qu'il a dans la tête, cet homme. Maître Yves Darmendrail, vous êtes avec nous également, évidemment, dans l'heure du crime. Vous êtes avocat. Vous avez été l'avocat de Richard Boutin. Donc vous le connaissez mieux peut-être que nous tous, cet homme, évidemment. C'est un violeur et un harceleur sexuel. Ça, il a été condamné en correctionnel pour ça. Effectivement, il contacte même des adolescentes. Qu'est-ce qu'il raconte là-dessus, sur ces espèces d'obsessions ? Mais il dit rien. Il dit rien. Il dit qu'il a des pulsions et puis c'est tout. Non, il exprime même pas de regret. Il était incapable d'expliquer quoi que ce soit, ou il ne voulait pas. Maître Sagard-Voïto, un mot là-dessus. On entend ce que dit votre confrère Yves Darmendrail. Le fait qu'il s'en soit pris au téléphone à Samantha et que Samantha elle soit devenue sa victime par la suite. Est-ce qu'il l'avait ciblée, cette adolescente ? Visiblement, il la connaissait, mais Samantha n'est pas une adolescente à ce moment-là, c'est une enfant, elle a 7 ans. C'est vous dire qu'il fait ses manœuvres téléphoniques au préjudice de jeunes fillettes, de jeunes enfants, il n'est même pas sur des adolescentes. Et surtout, il y a en filigrane la commission d'actes sur de jeunes sujets, de jeunes enfants, avec sans doute une volonté perverse
de s'approprier des renseignements très intimes pour ensuite satisfaire on ne sait quel fantasme. Mais oui, c'est ça, et peut-être pour aller visiter les uns, les autres, aller voir des maisons. En tout cas, il est à la recherche, il est curieux, il s'intéresse effectivement à la vie privée de toutes ces jeunes femmes, et puis même de ses enfants. Vous l'avez dit, Maître Yves Darmendrail, le double meurtre du quartier de Loos-des-Bois à Pau, votre client, Richard Boutin, lui décrit sans hésitation les faits. Oui. Et quand on lui pose la question, enfin, les policiers, les enquêteurs, quand ils lui posent la question, mais pourquoi, alors que vous la connaissiez, que vous disiez que vous vous occupiez d'elle, vous lui rendiez service quand elle avait besoin qu'on promène ses enfants pendant qu'elle faisait elle autre chose, il répond, je sais pas, je me suis levé, j'ai pris un couteau et je lui donnais des coups de couteau. Est-ce qu'on l'a raté, finalement, cet homme, parce qu'il a été relâché après vraiment sa toute première garde à vue? Oui. En fait, on est passé à côté. Moi, c'est pas un reproche que je fais là à la police. Vous savez, c'est toujours difficile. Il s'était suffisamment bien débrouillé, en tout cas, si j'ose dire, lors du premier crime, celui de Daniel et de Samantha, que s'il n'avait pas laissé de traces pouvant qu'on fasse un rapprochement entre lui, entre sa personne, et les traces qui avaient pu être retrouvées sur place. Maître Thierry Sagardoito, c'est vrai que c'est peut-être un psychopathe, mais il laisse pas de traces. Le premier crime, on trouve pas grand-chose. Il ne laisse pas de traces et surtout, il prend soin de faire en sorte que la fillette ne hurle pas puisqu'il va la bâillonner. Il faut s'imaginer que Samantha est terrifiée de voir sa maman qui est en larmes, qui supplie son meurtrier de lui laisser la vie sauve. Et lui, comme dans une espèce de jouissance de toute puissance, continue son œuvre. Et pour faire en sorte que Samantha ne hurle pas, il va la bâillonner et il va ensuite lui taillader les poignets à l'aide d'un rasoir et s'acharner sur elle dans des conditions qui sont épouvantables. Donc, à cet instant, Boutin est dans la toute-puissance, dans la surpuissance. Maître Yves Darmendrail, c'est très intéressant ce que dit Maître Sagardoito. Votre client, il est extrêmement détaché, il est très froid dans toutes ses explications. Absolument, il est très détaché, il est très mutique. Il faut vraiment lui tirer les paroles pour qu'il finisse par dire quelque chose. C'est également le souvenir que j'ai en tant que rapport personnel d'avocat à client. On ne peut rien en tirer, quoi. Il refuse de parler. Il dit, mais je me souviens pas, non, je sais pas, je peux pas expliquer tout ça. Voilà. 3 ans après le double meurtre, le suspect va comparaître aux assises. Richard Boutin, le cuisinier du diable. Au procès, il avait un regard très noir fixe. Il donnait l'impression de regarder derrière vous. L'enquête de l'heure du crime, il risque déjà la perpétuité, mais s'il y avait d'autres victimes, un tueur en série, pourquoi pas? À suivre dans un court instant sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. En septembre 1987, on va retrouver également une femme décédée dans un appartement d'une cité paloise. On remarque qu'elle a des traces, en tout cas au niveau du cou. On a considéré à l'époque qu'il s'agissait d'un suicide. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Richard Boutin. Ce cuisinier de Pau, agresseur sexuel, est accusé d'avoir poignardé à mort une mère et sa fille de 7 ans ainsi que d'avoir violé une jeune femme. 3 ans après les faits, il est jugé. Mardi 2 octobre 90, Richard Boutin, 28 ans, est devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à Pau. Il n'a plus rien à voir avec le jeune homme mince, interpellé 3 ans plus tôt. Sa silhouette s'est épaissie, il a le crâne rasé et tout le monde remarque son regard noir, inquiétant, obsédant, au point de mettre mal à l'aise l'assistance. C'était un regard très noir, fixe, mais qui donnait aussi parfois l'impression de regarder derrière vous, se souvient dans Sud-Ouest Maître Yves Darmendrail, l'un de ses avocats. Richard Boutin reconnaît le viol de l'ancienne serveuse de la gare, Mireille M. À propos du double meurtre de Daniel Burger et de la petite Samantha, 7 ans, il se referme, ne répond plus aux questions, se mure dans le silence. On s'interroge sur ses motivations, ce déclic qui a conduit au carnage. Certains témoins y voient un acte de sorcellerie, un rite vaudou qui fascinerait le jeune Guadeloupéen. Et si ce double meurtre sauvage était en réalité un sacrifice rituel, interroge l'avocat général.
sans obtenir de réponse de l'accusé. Les experts psychiatres parlent d'un homme qui a tué car il ne supportait pas qu'une femme refuse ses avances. La petite Samantha aurait été éliminée car elle criait. La plus petite, Andorra, aurait eu la vie sauve car elle dormait tranquillement. Après 4 jours d'audience, Richard Boutin est condamné à la perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est maître Yves Darmindraille, avocat à Pau. Et puis vous avez été, maître Yves Darmindraille, l'avocat de Richard Boutin. Alors il est à cette audience et c'est étonnant ce que vous racontez, notamment sur son regard. Il fait peur, il effraie, il glace tout le monde à ce procès, Richard Boutin. C'était quelqu'un d'extrêmement, vous savez, impressionnant. Hein. Je ne sais pas si je peux vous raconter cet épisode, mais je me souviens lors du procès d'assises, à l'époque, il n'y avait pas encore toutes ces vitres par lesquelles on protège à la fois les accusés et le public quelquefois. Les salles d'assises étaient complètement dépourvues de protection quelle qu'elle soit. On était assis, nous les avocats, juste derrière les criminels. Et devant, il y a souvent des journalistes. Et je me rappelle d'une jeune journaliste qui était assise juste en face de lui. Il la regardait elle-même, c'est du moins ce que j'ai appris par la suite. Je ne sais pas si c'était insistant ou pas, mais elle avait tellement peur qu'elle était obligée de se déplacer. Il était effectivement très impressionnant. Ah oui, ça effectivement c'est assez glaçant. Et tous les témoins, tous les gens qui étaient à ce procès, ils vont remarquer cette attitude qui glace, effectivement, qui transperce les gens comme ça. Maître Darmindraille, encore une question. Finalement, bon, il parle pas beaucoup à ce procès, parce qu'il va se refermer comme une huître à propos du double crime. Le viol, il admet, etc. Il peut le raconter. Le reste, il est bloqué. Il n'y a pas moyen de lui sortir un mot. Finalement, on ne sait pas beaucoup plus de lui, sur lui, et puis de ses motivations. Alors, non. C'est ce que on a essayé de plaider, parce que quand il est au procès, effectivement, il ne répond à rien, il ne dit rien, il dit c'est pas moi, c'est pas moi. Aux assises, toutes les affaires étaient mêlées. On a bien vu qu'il était capable de tout à ce moment-là. Bien quand sûr. il était sous cet effet d'une pulsion, alors réfléchi ou irréfléchi, hein, en tout cas, sous l'emprise d'une pulsion, il était capable de tout. Maître Thierry Sagard-Loïto, vous êtes avocat à Pau également et auteur du livre, je le répète, Affaire classée en Béarn et Pays Basque, publié aux éditions Sud-Ouest. Il y a un chapitre sur cette affaire dans ce livre que je conseille à la lecture, puisque c'est effectivement, ça permet d'avoir une idée sur le personnage. Alors ce personnage, il est bien difficile à cerner, et finalement à ce procès où il a arrêté de parler à un moment donné, où il ne s'exprime un petit peu que par regard interposé, eh bien, on est obligé de faire un portrait en creux de l'accusé. Et ce portrait, il est contrasté, parce qu'il y a des gens qui disent c'était pas un mauvais garçon, finalement. C'est ça. Et certains témoins disent que c'est un séducteur, un charmeur qui adore séduire, créer des petites histoires sans lendemain. D'autres décrivent un accusé beaucoup plus effrayant, fasciné par la magie de la sorcellerie des rites vaudous. Et c'est à ce moment-là que l'avocat général de l'époque, Jean-Michel Durand, qui est procureur de la République de Pau, s'empare de l'argument et dit « Et si ce double meurtre était un sacrifice rituel ?» Et là, ça glace l'assistance, parce que ça en aurait tout l'air. Le geste pulsionnel, sexiste, etc., apparaît assez peu, et soudain se dresse l'hypothèse d'un geste sanglant mu par de vieilles croyances, etc. Mais de toute façon, comme l'a dit Jean-Yves Darmindraille, l'accusé est taiseux. Il faut rappeler aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait contraste aujourd'hui, la garde à vue en 88 se fait sans avocat. Vous savez pertinemment que les accusés qui venaient à reconnaître les faits dans un premier temps et se rétracter ensuite en disant mais j'ai raconté que des bêtises parce que j'avais pas d'avocat, on m'a forcé, on m'a menacé, etc. On m'a forcé. C'est une garde à vue d'un autre temps. Nous sommes au tout début, à la fin des années 80, et à l'époque, il n'y a pas d'avocat en garde à vue. Donc, il y a un doute. Il n'y a pas d'enregistrement vidéo des gardes à vue. Donc, il y a toujours un doute sur les conditions dans lesquelles les aveux ont été donnés. Reste tout de même qu'il ne les a pas rétractés devant le juge d'instruction. Il va les rétracter plusieurs mois plus tard, ce qui donne tout de même l'impression que on est dans la vérité, hélas. Après 2 ans de prison, l'aveu de notre meurtre.
Richard Boutin, le cuisinier du diable. C'est un monstre froid et sanguinaire, une parfaite machine à tuer. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Richard Boutin. En 1990, cet ancien cuisinier de Pau a été condamné à perpétuité pour un viol et un double meurtre, une mère et sa fille de 7 ans. 2 ans plus tard, en prison, il avoue un nouveau meurtre. Vendredi 18 décembre 1992, Jean-Pierre Naon, un habitant de Pau, reçoit chez lui une lettre signée de Richard Boutin, adressée depuis la centrale de Lannemezan. « Vous n'avez plus à chercher le meurtrier de votre mère, c'est moi », écrit le détenu. 5 ans plus tôt, 21 septembre 87, Odette Naon, retraitée, 63 ans, avait été découverte sans vie dans son appartement. L'enquête avait conclu à un suicide. Son fils n'avait jamais cru à cette hypothèse. Richard Boutin est entendu. Il raconte qu'il s'était lié d'amitié avec la retraitée. Avec lui, elle était en confiance. Un matin, il l'a attaquée. Il l'a étouffée avec un mouchoir imbibé de formol, l'a poignardée et lui a infligé d'horribles sévices sexuels. Un crime maquillé en suicide. Après avoir tué Odette, comme il l'avait fait 6 mois plus tôt, quand il a tué Daniel et sa fille, Boutin est rentré tranquillement chez lui. Interrogé par le juge d'instruction, Richard Boutin révèle qu'il est né d'un inceste. Il est sa mère. Odette Naon aurait payé de son sang cette détestation. À travers la retraitée, c'est sa mère qu'il voulait tuer. 19 juin 1995, l'ancien cuisinier est de retour aux assises pour ce crime oublié. Jean-Pierre Naon, fils de la victime, décrit l'accusé comme un monstre froid, sanguinaire, une parfaite machine à tuer. Les experts le déclarent incurable, apte à récidiver. Une deuxième fois, il est condamné à la perpétuité. Et là, c'est le déclic, parce qu'on se dit que finalement, il y a une explication à tous ces crimes. Il détestait sa mère et il détestait les femmes, cet homme. Il livre lui-même la clé, peut-être, de ses gestes. C'est quand même très étonnant. Maître Yves Darmendraille, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes avocat et vous avez défendu dans cette affaire Richard Boutin. Pourquoi est-ce qu'il avoue le crime d'Odette Naon, alors qu'après tout, il n'était pas du tout suspecté, cet homme ? Vous posez une bonne question, mais à laquelle je ne peux pas répondre. Vous savez, les personnalités des criminels sont souvent tellement inexplicables et compliquées. C'était une personnalité extrêmement complexe et dépravée que celle de Richard Boutin. Et alors, une personnalité complexe, dépravée, mais bon, effectivement, on ne sait toujours pas ce qui a pu se passer. Même là, avec cet aveu, ça change la donne. Maître Thierry Sagardoito, avocat et auteur du livre Affaires classées en Béarn et Pays Basque, publié aux éditions Sud-Ouest. Vous connaissez bien ces affaires, vous connaissez bien cette affaire, et vous connaissez bien la mécanique judiciaire. Il est rare que quelqu'un comme ça, en prison, quelques années plus tard, après avoir longuement réfléchi, il donne la clé d'un crime. C'est pas fréquent quand même. C'est même absolument exceptionnel dans les archives judiciaires, parce que lorsque le procureur de Pau est informé par les policiers de cette correspondance, il fait sortir le dossier. Il n'était pas à l'époque en poste quand Boutin a commis ses forfaits. Il fait sortir le dossier et là, stupéfaction, la police était passée complètement à côté puisque Odette Naon avait été présentée comme suicidée. Il faut dire que dans les conditions où elle avait été découverte, je crois que l'enquête avait été quand même sensiblement bâclée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et on recommence à zéro. Et on se pose une question. Quel est le mobile de cet aveu ? Un aveu utilitaire ? Est-ce qu'il s'agit pour lui éventuellement de récolter des remises de peine ? Est-ce qu'il s'agit pour lui de faire un marché avec les juges? Pas du tout. En fait, Boutin est déjà malade. Il est malade d'une affection longue durée qui va faire que 2 ans après son procès, il décédera. Et l'hypothèse a été avancée que c'est pour soulager sa conscience et peut-être d'une certaine manière ne pas laisser cette famille dans
dans l'interrogation davantage qu'il a choisi de faire cet acte de repentance. Est-ce qu'il ne s'agissait pas aussi peut-être pour lui de vider les placards et peut-être de montrer que finalement on était passé un peu à côté, comme finalement un ultime barreau d'honneur en disant aux policiers, voyez, vous êtes tellement mauvais que je vais même vous démontrer que vous êtes passé à côté de la vérité dans le crime absolument monstrueux de cette petite mamie. Oui, effectivement, parce qu'il va dire aussi que on aurait pu l'arrêter, que c'était pour cela qu'il parlait, c'est pas très clair, mais Maître Yves Darmendrail, il y a la détestation de sa mère, il va le dire devant le juge d'instruction, il va dire, moi je détestais ma mère, je suis l'enfant d'un inceste, je ne peux pas supporter cette situation, du coup j'ai détesté les femmes, tout ça s'est enchaîné. Est-ce que c'est une clé pour comprendre Boutin ? Alors, je ne sais pas si c'est la détestation de la femme, peut-être. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai toujours ressenti en y réfléchissant après coup, c'est l'explication que je maintiens pour moi-même. Je ne sais pas si elle est vraie, mais je pense qu'il ne supportait pas qu'une femme se moque de lui. Alors, oui, ça, effectivement, ça a été avancé. Une femme se moque de lui, et on l'a vu, notamment dans le double crime, elle s'est refusée à lui. Lorsque la jeune femme a été violée, elle a été gentille avec lui, donc ça s'est mieux passé, dirons-nous. Donc voilà, c'est un peu... effectivement, ça revient dans l'attitude et dans le mode opératoire de Richard Boutin. Maître Thierry Sagardorito, il y a juste un petit mot. Il y a quelque chose de très étonnant, c'est ce rituel. Et lorsqu'il a tué ou lorsqu'il a violé, il rentre chez lui. Il faut bien préciser qu'il a une petite amie, il a une compagne. Il rentre chez lui, il se met à table. Alors, il faut savoir que la dame, Madame Odette Naon, est en réalité la maman de Nathalie, sa nouvelle fiancée, de Boutin. Il faut se souvenir que Boutin, 6 mois plus tôt, a tué Danielle Burger, la maman de Samantha. Tout à fait. Et donc, il revit une nouvelle aventure, cette fois-ci avec Nathalie. Il va croiser, à l'occasion d'un repas de famille, Odette, qui deviendra la future victime. Donc, quand il va sonner à l'appartement de cette vieille dame, elle lui ouvre, sans se méfier. Et puis, il s'invite, il engage la conversation. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne le saura pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que Odette a eu un mot malheureux ? Est-ce qu'elle s'est moquée, comme vous venez de le dire à l'instant ? Ou est-ce que tout simplement, il a voulu une nouvelle fois tuer le proche ou l'approche, la mère de sa nouvelle compagne ? Là, personne ne saura. Ce qui tranche quand même, c'est que cet homme a nié le meurtre de Daniel et Samantha tout au long du procès de 90. Et là, sursaut, il passe aux aveux alors qu'on ne lui en demande pas tant. C'est paradoxal quand même. Oui, c'est paradoxal et déroutant. On a du mal effectivement à le suivre. La prison se referme, il n'en sortira plus. Richard Boutin, le cuisinier du diable, j'avoue de crainte qu'un jour on me retrouve. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Richard Boutin, 3 meurtres et un viol pour cet ancien cuisinier de Pau, condamné à 2 reprises à la perpétuité, 1990 et 1995. Il va s'éteindre en détention. 1995, quelques mois seulement après sa 2e condamnation aux assises pour le meurtre oublié d'Odette Naon, Richard Boutin meurt de maladie à l'âge de 33 ans. Richard Boutin avait avoué son dernier crime, celui d'Odette, de crainte, disait-il, qu'un jour on le retrouve. Peut-être cet homme voulait-il disparaître en ayant livré ce secret, peut-être le seul secret, qui le hantait. Condamné 2 fois à la perpétuité pour des meurtres de femmes, Richard Boutin est mort à l'âge de 33 ans. Les psychiatres et les enquêteurs n'ont jamais pu savoir pourquoi il était devenu un tueur en série. Et évidemment, les journaux, les radios, les télés se sont interrogés sur cet homme parce qu'effectivement, pourquoi est-il devenu un tueur en série ? Pourquoi tuait-il des femmes ? C'est une question effectivement qui n'est pas encore aujourd'hui tranchée. Maître Thierry Sagardorito, vous connaissez parfaitement cette affaire. Vous êtes avocat au barreau de Pau. Vous avez enquêté sur cette affaire. Vous avez trouvé de la documentation. Et ça figure dans un chapitre de votre ouvrage, Affaires classées en Béarn et Pays Basque. Je le rappelle, publié aux éditions Sud-Ouest. Alors, mobile numéro 1, j'ai envie de dire, c'est la détestation évidente des femmes. Et notamment, il y a cette histoire autour de sa mère qui est quand même importante, parce que
il tue Odette Naon, c'est une retraitée. Elle lui fait penser à sa mère, il va le dire. Donc il y a tout ça qui arrive à pétrir Richard Boutin. En un instant, lorsqu'il pénètre dans l'appartement de Madame Naon, il est capable de virer du visage d'ange, du visage convivial qui fait qu'elle va lui ouvrir la porte, à celui de l'assassin. Il va l'étouffer, il va l'enduire de formol, il va la déshabiller, la frapper à l'aide d'une arme blanche, et enfin il va l'empaler avec un balai qu'il enfonce dans son anus. Enfin, une mise en scène absolument sordide qui fait penser à une scène de viol et qui peut-être lui rappelle inconsciemment le viol dont sa propre mère aurait été victime avant sa naissance. Quoi qu'il en soit, il faut bien se mettre à la place de Jean-Pierre, le fils de cette petite mamie qui a été présenté comme suicidé. Lorsqu'il vient témoigner à la barre du second procès en 1995, il n'a aucun état d'âme. Pour lui, ça a été un raté judiciaire, et puis surtout, sa mère a été la victime d'un monstre froid, sanguinaire, que d'ailleurs l'avocat général André Dague, à l'époque, va stigmatiser en requérant une seconde fois la perpétuité, en lui disant qu'en gros, il n'appartient plus à la communauté des hommes depuis belle lurette. Exactement, le fils d'Odette Naon, il est très troublé par ça, et puis il est effaré par ce qui a pu se passer, parce que lui, il n'avait jamais cru au suicide, et effectivement, on a raté cet homme qui a sans doute entre-temps, évidemment, continué à sévir et qui a fait d'autres victimes. Un criminel incurable, maître Thierry Sagardorito, c'est ce que disent les psys. Il est incurable. S'il sort, s'il met un pied dehors, il va récidiver. C'est ce qu'ils disent. Les experts vont même écrire la chose suivante, je cite: « En tuant ou en violant ses victimes, il réalise des fantasmes sadiques et pervers. Ce sont des actes fous commis par un homme qui ne l'est pas. » C'est là toute l'ambiguïté et finalement tout le vertige de cet homme-là. Au travers de ces mises en scène, les experts sont convaincus qu'il est incurable et qu'il vaut mieux qu'il ne sorte pas de prison. Maître Yves Darmendrail, vous avez été l'avocat de Richard Boutin dans toute cette affaire. Il est aujourd'hui décédé, on l'a dit, Richard Boutin. Il y a effectivement, on en parle avec Thierry Sagardorito, il y a beaucoup de secrets encore autour de cet homme. Ah oui, ça me paraît absolument certain. Ce qui me trouble beaucoup, c'est concernant le meurtre de la petite Samantha, le fait qu'on ait retrouvé des traces de coupures comme ayant été fait avec un rasoir. Ça, on n'a jamais retrouvé le rasoir. À l'époque, on n'avait pas retrouvé le couteau non plus. Mais qu'il ait possiblement fait ces entailles qui ne se justifient absolument pas, sinon pour commettre un acte de sadisme. Mais en tout cas, on y songe, oui, on y pense. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. On ne sait pas tout. On ne le saura jamais, malheureusement. Thierry Sagardorito, s'il n'avait pas été arrêté, il serait parti pour une longue série de crimes, sans doute, Richard Boutin? C'est toute la question. D'abord, s'il avait été neutralisé après le crime de mars 87, Odette Naon serait sans doute partie de mort naturelle et certainement pas dans les conditions barbares que l'on sait. Et par ailleurs, la jeune femme qui a déposé la plainte en février 88 n'aurait pas gardé ce souvenir traumatique à vie, je pense à Mireille. Alors, à partir de quand devient-on un meurtrier en série? La question avait été posée à l'un des enquêteurs lors du second procès et il avait dit, je cite, si Boutin n'avait pas été arrêté en mars 88, combien d'autres meurtres auraient été commis? Il disait, je cite, 3 crimes de sang, ce n'est plus une répétition, c'est une série. Avait-il d'autres crimes non élucidés? À partir du moment où on est passé à côté du meurtre d'Odette Naon, peut-être en avait-il d'autres. Peut-être prévoyait-il de le révéler plus tard, qui sait. Boutin aura subi une perpétuité finalement plus courte que prévu. Il est décédé 2-3 ans après le procès, mais il a emporté dans sa tombe beaucoup de secrets sans doute innommables. Oui. Maître Yves Darmendrail, un mot là-dessus. Est-ce qu'il aurait pu faire, selon vous le connaissez bien, Richard Boutin, vous l'avez connu à l'époque, est-ce qu'il aurait pu faire d'autres victimes? Ah, ça c'est la grande question qu'on rencontre toujours dans les comportements criminels. Je crains de devoir répondre par l'affirmative. Oui, je pense qu'il avait une personnalité tellement portée sur le mal, finalement, on peut dire ça comme ça, qu'il aurait probablement recommencé. Comment voulez-vous qu'on puisse penser qu'une telle personnalité ne soit pas dangereuse et susceptible de recommencer tant qu'il n'est pas arrêté? On est obligé de répondre
oui, il va recommencer. Thierry Sagardoito, je termine cette émission avec vous. Alors évidemment, Richard Boutin, c'est pas le plus connu des tueurs en série en France, on est bien d'accord. Mais c'est sûrement un des plus ordonnés, des plus glaçants et des plus intrigants. Oui, la médiatisation des affaires, c'est quelque chose de très variable, c'est pas vous que je vais l'apprendre. Nous sommes à la fin des années 80. C'est vrai qu'il y a eu un laps de temps de 5 années entre la commission du premier crime et la révélation du second. Pour quelles raisons ne figure-t-il pas dans l'album des tueurs en série? J'en sais rien. En tout cas, ici, en Béarn, en Pays Basque, c'est une affaire qui a fait résonance et qui a longtemps traumatisé, notamment les habitants de cette cité populaire de Loos-des-Bois. Je discutais il y a quelques mois avec un jeune homme qui à l'époque n'avait que 8-9 ans et qui se souvenait du moment où les cadavres ont été évacués par les secours, et cette image, il l'a encore en mémoire 35 ans après. C'est vous dire que pour les gens qui ont habité dans ce quartier, c'est un événement traumatique. Merci infiniment, maître Thierry Sagardoito et maître Yves Darmendraï d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyer, réalisation en direct de Jonathan Griveau. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.